Elle a posté la photo à 21h42. Je le sais parce que je l'ai fixée pendant 30 minutes entières, regardant le compteur de commentaires grimper comme un moniteur cardiaque. Son Brian, 2 verres de vin, ce demi-sourire suffisant et brillant de gloss qu'elle arbore toujours quand elle se croit intouchable. Sa main à lui, posée un peu trop confortablement sur le dossier de sa chaise. Légende, avec mon vrai partenaire cette semaine, emoji verre de vin, cœur rouge. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de texto. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai simplement fait une capture d'écran de la publication, les sauvegarder à 3 endroits différents et les transférer à la dernière personne qu'elle aurait jamais imaginé voir impliquée. Parce que pendant qu'elle jouait sa petite comédie pour le monde entier, elle avait oublié qui elle avait épousé. Elle avait oublié que je ne menaçais jamais 2 fois. Ce qui est drôle, c'est que l'avertissement n'avait même pas été bruyant. Pas de cris, pas de porte qui claque, juste un tranquille dimanche matin. Sa valise à moitié fermée, une odeur de bacon et de pain grillé brûlé dans l'air. Je lui versai son café quand je l'ai dit, comme je le fais toujours. Crème, pas de sucre, exactement comme elle prétend l'aimer quand des clients regardent. Si tu postes une autre photo avec ce type, ai-je dit, c'est fini pour moi. Pas de drame, juste fini. Elle n'a même pas levé les yeux de son ordinateur portable. C'est juste Brian. Détends-toi. Non, ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Écoutez, je sais que la plupart d'entre vous écoutent probablement en ce moment sans appuyer sur le bouton d'abonnement. Mais si cette histoire vous touche, si elle vous tient en haleine ne serait-ce qu'une seconde, s'abonner aide l'équipe à continuer de produire ces histoires. Vraiment. Maintenant, retournons à ce gâchis. Elle jouait ce petit jeu depuis des mois. Conférence, voyage d'affaires. Brian est juste dans mon département. Il est inoffensif. Mais les gens inoffensifs n'envoient pas de texto à votre femme après minuit avec un emoji champagne et un « bonne chance pour demain ». Les gens inoffensifs ne laissent pas leur bouton de manchette sur le lavabo de votre salle de bain. Oui, je les ai trouvés. Non, je n'ai pas dit un mot. Pourquoi? Parce que je ne joue pas franc jeu. Je joue sur le long terme. Voyez-vous, il ne s'agissait pas seulement d'infidélité. J'aurais pu supporter les mensonges, les piques passives-agressives, le fait qu'elle ait commencé à acheter tout en double comme si elle se préparait un avenir dont je ne faisais pas partie. Non, c'était quelque chose de pire. Le manque de respect en public. Celui qui ne murmure pas dans votre dos, mais qui vous rit au nez. Celui qui incite les autres à penser qu'ils peuvent en faire autant. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a posté pendant un dîner d'entreprise, habillée comme si elle vendait du parfum dans un tribunal. Tous ses collègues commentaient avec des émojis en forme de cœur et des « t'es la meilleure, ma reine », comme s'ils n'assistaient pas à l'implosion du mariage d'une femme avec un sourire narquois. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas explosé de rage. J'ai simplement attendu que les commentaires se calment et que l'horloge sonne minuit. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur « transférer » sur le brouillon que j'avais écrit des semaines auparavant. Objet, conflit d'intérêts. Examen immédiat requis. Brian, voyez-vous, était déjà sur un terrain juridique fragile. Et moi? Je suis le petit mari tranquille qu'elle a oublié de mentionner, l'avocat principal du plaignant dans l'affaire qui pourrait mettre fin à sa carrière. Je n'avais pas divulgué notre lien parce qu'il n'y en avait pas eu, jusqu'à maintenant. Elle l'avait intégré à son récit personnel, et cela le rendait vulnérable. On pourrait penser que l'histoire se termine là. Genre, boum, au moment où elle a cliqué sur « Publier », tout était fini. Mais non, ce n'était pas une révélation digne d'Hollywood. C'était un effondrement lent, en spirale, comme regarder un verre de vin rouge basculer au ralenti sur un tapis blanc. Et j'avais tenu le bord de la table tout ce temps. Elle est rentrée à la maison 4 jours plus tard comme si de rien n'était. M'a fait un signe depuis le VTC, sa valise roulant derrière elle, les lèvres déjà en mouvement pour parler d'un conférencier et du fait que l'hôtel avait oublié sa commande de petit déjeuner végétalien. Elle n'avait aucune idée. Pas encore. Mais le changement a commencé cette nuit-là. D'abord les serrures, puis l'enveloppe, puis l'appel de son patron. Oh, vous allez adorer celui-là. Mais nous y viendrons. Sachez juste ceci, quand un homme vous avertit une fois puis tombe dans un silence complet, vous auriez dû préparer une deuxième valise. Le premier commentaire sous la photo disait « Couple de pouvoir » avec un emoji feu. Puis une cascade de cœurs,
de bouteilles de champagne, les prévisibles et insipides, vous êtes magnifiques, de la même clique de collègues qui se félicitaient mutuellement pour chaque petite réussite comme s'ils gagnaient des prix Nobel. Elle s'en délectait, naturellement. Elle l'a toujours fait. Cette photo était sa dose de dopamine de la semaine. L'euphorie numérique d'être vue, d'exhiber une version d'elle-même qu'elle croyait invincible. Elle ne s'est jamais arrêtée pour se demander pourquoi Brian avait l'air si raide sur la photo. Pourquoi son sourire était plus mince que d'habitude, pourquoi son bras n'osait pas tout à fait l'enlacer. Elle n'a certainement pas remarqué que ses yeux n'étaient pas fixés sur l'objectif. Ils étaient sur quelqu'un juste hors du cadre. Probablement le serveur, ou peut-être la femme de table plus loin qui venait de le reconnaître de LinkedIn. Ou pire, du procès. Parce que voici la vérité qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne saisit probablement toujours pas entièrement. Brian est poursuivi non pas pour quelque chose de mignon comme ne pas avoir atteint ses objectifs trimestriels. Non, il est en litige pour manquement à l'obligation fiduciaire, fraude contractuelle et violation d'une clause de confidentialité si hermétique qu'elle aurait pu être écrite avec du sang. Et le plaignant, une société de fintech de taille moyenne d'Austin qui a perdu un montant à 7 chiffres parce que Brian s'est cru assez malin pour conseiller un concurrent en sous-main. Et moi, je suis l'avocat qui s'occupe de cette affaire. Oh, oui. Imaginez ça. Votre femme qui parade avec son vrai partenaire, en ligne alors qu'il est embourbé jusqu'au cou dans des sables mouvants juridiques, et c'est son mari qui tient l'appel. J'avais gardé mon implication secrète. Il n'y avait eu aucune raison de la divulguer. Elle ne parlait jamais de Brian à la maison au-delà de quelques nouvelles superficielles. Et je ne suis pas du genre jaloux, mais je suis du genre observateur. Et j'ai su dès la première fois qu'elle a mentionné son nom, avec cette petite inflexion dans sa voix, comme si elle mâchait un bonbon, qu'il aurait de l'importance plus tard. Il s'avère que, plus tard, est arrivé plus vite qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. Je n'ai pas envoyé de texto furieux. Je n'ai pas fait exploser sa boîte de réception. J'ai écrit un seul email. Objet, conflit d'intérêts, levier potentiel. Envoyé à l'associé directeur de mon cabinet. Copie conforme au conseil principal. En pièces jointes, 2 captures d'écran, une de la publication Instagram et une de son profil LinkedIn montrant qu'elle et Brian travaillaient pour la même entreprise, sur le même portefeuille de clients, pendant la même période où la violation s'est produite. Je n'ai inclus aucun commentaire, juste les faits. Laissez les faits parler plus fort que n'importe quelle menace. Voyez-vous, le problème avec les gens comme Brian, et de plus en plus avec les gens comme elle, c'est qu'ils oublient les détails. Ils courent après l'ego et oublient les traces écrites. Ils publient des selfies et oublient les accords de non-divulgation. Ils pensent qu'un « j'aime » n'est qu'une validation, et non une pièce à conviction potentielle. Et elle pensait que ce n'était qu'un cliché séduisant et inoffensif. Elle n'a pas considéré que cela montrait une proximité, un alignement, que cela créait l'impression, même non prouvée, qu'elle aurait pu lui fournir des informations internes ou, pire, adoucir la résistance des clients grâce à ses relations. Tout cela est spéculatif, bien sûr, mais la spéculation est dangereuse dans les salles d'audience comme dans les salles de conseil. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de la menacer de divorce ou de poster une réponse passive-agressive. J'ai juste eu besoin d'introduire assez de bruit dans le processus juridique pour déclencher un examen minutieux. Et oh, ça a marché. En 24 heures, la boîte de réception de Brian s'est illuminée d'une escalade interne. Examen urgent, relations extérieures, violation potentielle de l'éthique. Le directeur juridique de l'entreprise était en copie. Son visage serait devenu pâle pendant le rappel du matin, et elle, toujours inconsciente de tout, lui envoyait des selfies depuis l'aéroport, lui disant qu'ils avaient dominé Internet cette semaine. Ah. Plutôt loué sans caution avec une clause qu'ils n'ont jamais lue. Mais le meilleur, la vraie beauté qui mijotait lentement dans tout ça, c'est que je n'avais pas fini. Cet email n'était pas l'arme nucléaire. C'était juste le petit coup sur la vitre. Le rappel silencieux que certains d'entre nous ne sont pas là pour se battre. Nous sommes là pour attendre. Qu'elle continue de poster. Qu'il continue de sourire sur des photos à moitié éclairées, tenant des verres de vin qu'il ne peut plus se permettre. Je ne faisais que m'échauffer, et ils étaient sur le point d'apprendre à quel point la loi peut devenir froide quand elle décide de regarder en arrière. La réunion a eu lieu dans une petite salle de conférence au 23e étage. Verre dépoli, lumière filtrée, le genre de décor où des voix polies démantèlent des empires. Je suis entré avec un dossier en cuir et un thermos de café que je n'ai jamais dévissé.
Au moment où j'ai posé le dossier sur la table, l'atmosphère dans la pièce s'est tendue. 3 associés étaient assis en face de moi, l'avocat principal, le stratège en contentieux, et un associé senior qui n'avait probablement pas cligné des yeux depuis 45 minutes. Personne n'a parlé au début. Ils savaient que ce n'était pas un point de routine. J'ai ouvert le dossier. La première feuille, une impression de la publication Instagram, en noir et blanc. Pas besoin de couleur quand les dégâts s'infiltraient déjà dans la pertinence juridique. La deuxième, une capture de l'organigramme de son entreprise avec leurs 2 rôles, à elle et à Brian, encerclés. Même département, même secteur, lié à une plateforme client qui s'était mystérieusement retirée des négociations juste avant que le détour de Brian en tant que consultant ne fasse surface. La troisième, une brève biographie professionnelle de ma femme, soulignant son implication dans les comptes FinTech non écrites par moi, remarquée, mais tirée directement de sa propre intervention lors de la conférence sur la conformité numérique de l'année dernière. Elle se vantait de sa collaboration intersectorielle et de son rapport de haute confiance avec les clients historiques. Ces mots, pas les miens. Puis j'ai parlé. Sa publication pourrait compliquer la défense de Brian. Personne n'a ri. Personne n'a posé de questions. Ils savaient tout ce que j'insinuais sans prononcer les mots exacts, inconvenance, influence, collusion implicite. On n'a pas besoin d'accuser les gens directement dans ces salles. On empile simplement les faits comme des dominos, on pousse le premier vers l'avant et on laisse le silence le faire tomber. Le stratège en contentieux, Monroe, s'est penché en avant. Croyez-vous qu'elle a eu accès à des informations privilégiées? J'ai fait une pause, puis j'ai haussé les épaules. Elle avait un accès de type confidence sur l'oreiller. Monroe a souri, mais il n'y avait rien de bienveillant dans ce sourire. C'est admissible au titre de la perception de partialité si la partie adverse ne peut pas le réfuter. Exactement. Vous voyez, nous n'avions pas à prouver qu'elle avait fait quoi que ce soit. L'existence de la publication, la légende, le moment choisi et leur lien commun avec un compte contesté créent une atmosphère. Et en droit, la perception est la moitié de la guerre. Vous faites douter un jury ne serait-ce qu'une seconde, et soudain les faits n'ont plus d'importance. Seuls les récits comptent. Monroe s'est tourné vers le stratège. Nous attendions une variable comme celle-ci. Une ouverture, quelque chose d'émotionnel. J'ai hoché la tête. Vous l'avez maintenant. Ils n'ont pas demandé pourquoi j'avais attendu si longtemps. Ils ne se souciaient pas que je sois marié à la femme en question. C'était la guerre par la paperasse. Les sentiments personnels ne figurent pas dans les procès-verbaux. Ils ont commencé à parler des prochaines étapes. Comment faire subtilement référence à la photo dans les requêtes préalables au procès, comment construire un interrogatoire autour des actifs partagés de l'entreprise, comment lier l'image publique aux manquements éthiques dans lesquels Brian pataugeait déjà. J'écoutais. Je les regardais construire l'échafaudage de ce qui allait devenir un effondrement très public. Et je ne les ai pas arrêtés. Je leur ai juste passé un dernier document. La date de la retraite d'entreprise où Brian aurait eu accès à des documents qu'il n'aurait pas dû voir, et une photo de ce même voyage montrant son badge à elle accroché au cordon de son badge à lui. Disons simplement, ai-je murmuré, qu'ils étaient proches. La pièce est redevenue silencieuse. C'est ce qu'elle n'a jamais compris. Pour elle, c'était une amourette, un flirt, une performance numérique pour attiser la jalousie et l'admiration. Mais Brian n'était pas juste un collègue avec de beaux cheveux et un charme passif-agressif. C'était un homme sur le fil du rasoir juridique. Et maintenant, grâce à sa séance photo, elle venait de livrer le manche du couteau à mon équipe. La réunion s'est terminée sans accolade, sans tape dans le dos, juste des hochements de tête silencieux et des dossiers refermés. J'ai quitté la pièce avec un dernier avertissement. Prévenez-moi avant d'agir. Je veux que ce soit propre. Parce que quand on appuie sur une gâchette comme celle-ci, on ne vise pas pour blesser, on vise pour disperser. Et au moment où elle est descendue de l'avion, souriante comme si elle avait gagné quelque chose, le viseur était déjà verrouillé, et elle ne savait même pas qu'elle était devenue une pièce à conviction. Brian a vu l'objet de l'email juste après le déjeuner. Divulgation urgente requise. Il ne venait pas de l'interne. Non, celui-ci venait d'un cabinet de conseil en risques externes, engagé par leur directeur juridique. Un petit cabinet connu pour ses audits éthiques forensiques et, ironiquement, pour l'atténuation de la perception publique. Ils n'envoyaient pas de rappels amicaux ou de sondages annuels. Quand on recevait de leurs nouvelles,
cela signifiait qu'un incendie s'était déjà déclaré et que vous en étiez soit l'étincelle, soit le carburant. Il a ouvert l'email 3 fois, relu le corps du texte 2 fois, puis a simplement fixé l'écran comme si cligner des yeux pouvait en changer le sens. Ce ne fut pas le cas. Le message était clair, en raison de développements récents concernant votre relation publiquement visible avec une employée liée à des comptes actifs sous enquête. Nous demandons une divulgation complète de la nature et de la chronologie de vos interactions personnelles. Cela inclut toutes les réunions hors site, les communications numériques et l'accès partagé à des systèmes confidentiels au cours des 12 derniers mois. Le non-respect de cette demande sera transmis au RH et aux services juridiques. Brian n'a pas respiré pendant 20 secondes. Puis il a fait ce que la plupart des hommes comme lui font quand ils sont assez intelligents pour savoir qu'ils ont des ennuis, mais assez stupides pour penser qu'ils peuvent s'en sortir en parlant. Il a paniqué et lui a envoyé un texto « Qu'est-ce que tu as dit à ton mari ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Bien sûr, elle était en train d'embarquer pour un vol de correspondance, probablement en train de siroter son latte, ignorant béatement que la légende qu'elle avait postée pour attirer l'attention venait de déclencher une enquête éthique formelle. Au moment où elle a répondu « Rien. » Détends-toi, il était déjà trop tard. Parce que les RH n'attendaient pas. La photo avait circulé en interne, non pas par des ragots, mais par une alerte signalée. Leur robot de conformité, une charmante pièce d'IA dont il s'était vanté lors du sommet des dirigeants de l'année dernière, avait repéré l'image grâce au grattage d'images, à la reconnaissance faciale et au géomarquage. Il a fait correspondre le visage de Brian, son profil à elle, et le portefeuille de compte de leur entreprise en moins de 6 minutes. Cette publication n'était pas seulement embarrassante, elle était accablante. Et peu importait qu'elle dise « détends-toi ». Brian était déjà jusqu'au cou dans une affaire en cours avec des empreintes digitales numériques partout. Son nom figurait sur des messages Slack. Ses initiales étaient enfouies dans les métadonnées de présentation partagées. Rien de tout cela ne prouvait encore un acte répréhensible. Mais maintenant que les projecteurs s'étaient déplacés, tout devenait une preuve. Même la façon dont il se regardait sur les photos d'entreprise serait sujette à dissection. Et elle était trop arrogante pour comprendre à quel point c'était grave. Flottant encore sur le frisson d'une douzaine de « j'aime » et de quelques messages privés timides. Toujours convaincue que si elle disait simplement à tout le monde « ce n'est pas ce que vous croyez », les gens la croiraient sur parole plutôt que de se fier à la chronologie des faits. Mais le nœud coulant n'attendait pas d'explication. Il se resserrait des deux côtés. Le supérieur direct de Brian a programmé un appel d'urgence. Pas d'ordre du jour, juste « rejoignez maintenant ». Il a passé la moitié de l'appel à marmonner, ce n'était rien. On a juste dîné. Ce n'est pas comme ça. Le supérieur n'a pas discuté. Il a juste dit, alors pourquoi recevons-nous une demande d'information pré-litigieuse potentielle avec votre visage dessus? Pendant ce temps, dans son entreprise à elle, les RH avaient déjà ouvert une enquête interne. Discrètement. Son assistante, qui l'idolâtrait autrefois, avait été priée de fournir tous les journaux de calendrier des 6 derniers mois. Le chef d'équipe a été convoqué à une réunion à huis clos, on lui a demandé si des documents destinés aux clients avaient été partagés en dehors du protocole de communication. Son nom est revenu plus d'une fois. Parce que la photo n'était pas seulement non professionnelle. Elle suggérait une intimité, une familiarité, peut-être un accès. Et dans le monde de l'entreprise, la perception de collusion est souvent punie plus sévèrement que la faute réelle, parce qu'elle entache tout le monde. Elle a de nouveau envoyé un texto à Brian plus tard dans la nuit. Ils ne vont pas vraiment faire quelque chose, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il était déjà en communication avec son propre conseiller juridique, quelqu'un qu'il avait payé de sa poche, essayant de déterminer combien de documents elle aurait pu voir en étant assise à côté de lui, souriant dans un verre de vin. Pensant que rien de tout cela n'aurait jamais d'importance. Mais si. Parce que chaque instant, chaque mot, chaque Google Doc partagé ou invitation de calendrier transféré, tout était maintenant réexaminé. Et le clou du spectacle, rien de tout cela ne provenait d'une accusation. Tout a commencé avec une légende, une grenade dégoupillée lancée dans un monde numérique qui n'oublie jamais, avec mon vrai partenaire. Maintenant, elle était sur le point de découvrir ce qui se passe quand le tribunal de l'image publique se transforme en véritable tribunal. Et Brian, il coulait déjà, s'agrippant à tout ce qu'il pouvait pour ne pas sombrer, même à elle. Elle est rentrée le jeudi soir, les roulettes de sa valise cabine résonnant sur l'allée comme un enroulement de tambour.
Son maquillage était un peu bavé après une sieste pendant une escale, son chemisier froissé, mais elle arborait cette même lueur désinvolte post-conférence, comme si elle venait de descendre d'une scène pour entrer dans un nouveau chapitre d'autocongratulation. Puis la clé n'a pas fonctionné. Elle a secoué la poignée une fois, puis une autre. Rien. Elle a fixé la porte, le front plissé, non pas de panique, mais d'un léger désagrément, comme si un distributeur automatique avait avalé sa pièce. Elle a frappé une fois, plus par orgueil que par nécessité. La porte s'est ouverte en quelques secondes. Il était là, chemise décontractée, manches retroussées, tenant un verre d'eau comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Elle a été mise à jour, a-t-il dit platement. Tu resteras dans la chambre d'amis. Elle a laissé échapper un rire sec et sans humour, traînant sa valise par-dessus le seuil. Waouh, vraiment? C'est ton arc de vengeance? Des portes verrouillées et des traitements silencieux. Pas de vengeance, a-t-il répondu. Juste des limites. Quelque chose que tu as dit que nous devrions tous les deux mieux gérer. Elle a regardé autour d'elle. La maison semblait plus froide, plus propre, comme si quelqu'un avait déjà commencé à l'effacer. Elle a marché dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. Murs nus, draps inconnus. Sur le lit, une épaisse enveloppe avec son nom en lettres dactylographiées. Soignée, professionnelle, ironique. Elle l'a ouverte avec un ricanement, supposant que c'était une déclaration mesquine. À l'intérieur, une copie de leur contrat de mariage imprimé sur du papier juridique de cabinet, le genre qui semble devoir être scellé à la cire. Sa signature en bas à droite, claire comme le jour. Elle se souvenait l'avoir signé des années auparavant, la semaine avant le mariage, après une longue conversation arrosée de vin sur le thème « Nous nous faisons confiance ». Mais il y avait autre chose. Une clause surlignée, encre jaune, un cadre précis dessiné autour. En cas d'action publique entraînant un préjudice au patrimoine financier commun, y compris, mais sans s'y limiter, un préjudice à la réputation, des liaisons extra-conjugales, ou une association publique avec des parties en litige. Cet accord est sujet à une réévaluation immédiate et à des amendements de protection des actifs à la discrétion de la partie non affectée. Son sourire narquois a vacillé, tenant à peine en place. Ce n'était pas dans l'original, a-t-elle marmonné, en tournant à la dernière page. C'est là que son estomac s'est noué. La date de l'amendement, 14 août de l'année précédente. Un an auparavant. Pas la semaine dernière. Pas pendant cette conférence. Il avait planifié cela bien avant la photo au verre de vin. Bien avant Brian. Bien avant même qu'elle ne commence à tester les limites. Elle a de nouveau fixé la date, comme si les chiffres pouvaient changer si elle les fusillait du regard. Il avait mis à jour le contrat de mariage, et elle l'avait signé. Sa propre signature, juste à côté du tampon du notaire. Elle ne l'avait pas lu, probablement juste parcouru les premières lignes, supposant que c'était une formalité, quelque chose à voir avec un refinancement ou une planification successorale. Il l'avait même appelé une « révision de la sécurité du ménage », quand elle avait posé la question. Et elle, distraite, trop confiante, sûre d'elle, avait hoché la tête, signé, et était retournée à son podcast sur les habitudes de leadership à haute performance. Maintenant, le piège s'était refermé. Est-ce que c'est légal, a-t-elle claqué, revenant dans le couloir avec les papiers à la main. Il n'a pas levé les yeux du livre qu'il lisait. C'est notarié. Tu l'as signé. Oui, tu m'as piégé, a-t-elle sifflé. Non, a-t-il dit sans inflexion. Je me suis préparé à toi. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Parce que le pire n'était pas qu'il ait mis à jour le contrat. Ce n'était même pas qu'elle ait renoncé à sa position sans sourciller. Le pire, c'était de réaliser à quel point il avait cessé de lui faire confiance tôt. Un an plus tôt, peut-être même avant. Combien de dîners avait-il partagé pendant qu'il rédigeait déjà des plans d'urgence? Combien d'escapades de week-end avait-elle traité comme du contenu Instagram pendant qu'il déplaçait discrètement des actifs, réécrivait des clauses et confrontait son ego au droit? Elle est retournée dans la chambre d'amis en silence. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un deuxième document, plus petit. Un résumé des effets de l'amendement. Il comprenait des points, actifs liquides partagés gelés, en attente d'évaluation, révision de la réaffectation des biens immobiliers prévus, toutes les dettes financières encourues en raison de liaisons publiques ne sont plus partagées. Il y avait aussi une note manuscrite en bas. Je ne t'ai pas forcé à le choisir, mais je me suis assuré que ton choix ne me ruinerait pas,
elle s'est assise sur le bord du lit d'Amy, engourdie, sa valise cabine toujours fermée, la maison résonnant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Soudain, la photo au verre de vin ne semblait plus intelligente, ni sexy, ni audacieuse. Elle ressemblait à une pièce à conviction. Et la légende, elle ressemblait à une confession. Pas seulement à Internet, mais à son mari. Celui qui n'élevait jamais la voix. Celui qu'elle pensait pouvoir contrôler. Celui qui avait toujours 5 coups d'avance. Vendredi matin, le téléphone a vibré juste au moment où elle finissait son deuxième expresso et essayait de se convaincre que ce qui s'était passé la nuit précédente doit être mis à la porte de sa propre chambre, le contrat de mariage, l'amendement. La phrase sur le fait de ne pas le ruiner n'était qu'un caprice calculé et ridicule. Il se calmerait. Il le faisait toujours. Il était méthodique, certes, mais pas cruel, n'est-ce pas? Elle a décroché sans même vérifier l'écran. Salut, je suis sur le point de, ne parle pas, écoute. C'était son patron. Son vrai patron, pas le chef de projet ou le coordinateur d'équipe ou je ne sais quel lèche-botte de niveau intermédiaire qu'elle courtisait depuis 1 an. Non, c'était la personne qui pouvait effacer sa carrière d'une seule phrase. Et elle semblait furieuse. L'avocat de Brian vient de nous contacter. La voix était glaciale, nette et rapide. Il signale un conflit d'intérêts. Une exposition juridique. Un chevauchement chronologique. Il fait l'objet d'une enquête et votre nom est maintenant lié à tout cela. Elle s'est levée d'un bond. Le café s'est renversé sur son chemisier, mais elle ne l'a même pas remarqué. Attendez, attendez. De quoi parlez-vous? Je n'ai rien dit. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous avez posé pour ça. Silence. Son esprit s'emballa, passant d'une possibilité à l'autre. Elle a pensé que Brian avait peut-être paniqué. Qu'il l'avait peut-être nommé pour détourner l'attention, mais que ça ne tiendrait sûrement pas. Elle n'avait enfreint aucune loi, n'est-ce pas? Le patron n'a pas attendu sa réponse. Avez-vous forcé cet homme à poster cette photo avec vous? Le coup l'a frappée comme une gifle. Elle s'est figée, les mots mourant dans sa gorge. Parce que, a continué son patron, la voix montant. Nous venons de recevoir un avis selon lequel notre cabinet pourrait être entraîné dans une plainte formelle pour avoir abrité 2 personnes liées à un litige commercial de niveau fédéral en cours. Et si cette photo devient une pièce à conviction clé? Nous ne risquons pas seulement des examens éthiques. Nous risquons des atteintes à notre réputation. De sérieux problèmes d'image au niveau du conseil d'administration. Les clients poseront des questions. Elle a essayé de répondre. Je veux dire, il l'a posté, mais, gardez ça pour vous, a claqué son patron. Vous êtes mise sur la touche. Avec effet immédiat. Ses jambes ont légèrement fléchi, comme si elle allait s'asseoir mais ne trouvait pas de chaise. Mise sur la touche pour combien de temps? Indéfiniment. Il n'y a eu ni excuse, ni discussion, juste le ton net et froid de quelqu'un qui prend ses distances avec un gâchis avant que l'odeur ne s'imprègne sur ses chaussures. Ne venez pas au bureau, a ajouté la voix. Les RH vous contacteront. Et si vous pensez même à poster quoi que ce soit de personnel ou lié à cette affaire, votre badge ne sera pas la seule chose révoquée. Clic. Elle est restée dans la cuisine, tenant toujours le téléphone à son oreille, même si l'appel était terminé. L'expresso continuait de s'infiltrer dans le tissu de son chemisier, d'abord chaud puis froid. Pour la première fois, elle a commencé à comprendre. Ça n'allait pas disparaître. Ce n'était pas une simple dispute conjugale. Il ne s'agissait pas d'une publication, d'un flirt, ou d'une recherche d'attention égocentrique sous forme de théâtre numérique. Cela s'infiltrait dans sa vie réelle, dans sa carrière, et pire encore, cela se produisait exactement de la manière dont son mari avait essayé de la prévenir que cela pourrait arriver. Discrètement, sans une seule voix élevée. Elle a appelé Brian. Directement sur la messagerie vocale. Elle a réessayé, toujours rien. Ses textos étaient laissés en « lu ». La petite bulle grise qui s'animait rapidement quand elle lui envoyait un message restait maintenant morte et silencieuse. Il n'allait pas la sauver. Il était déjà en mode survie. Et elle devenait rapidement un handicap. Elle a regardé son téléphone, le dernier message que son mari lui avait envoyé il y a 3 semaines, juste une liste de courses. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à présent à quel point son téléphone s'était vidé. Plus de messages de groupe de collègues.
plus de même de son assistante. Sa boîte de réception était inondée, mais pas de projet, de mise en garde, de signaux d'alarme, de silence de la part de personnes qui répondaient habituellement en quelques secondes. Elle est allée dans la chambre d'amis. L'enveloppe de la nuit précédente était toujours sur la table de chevet. Elle l'a rouverte, même si elle connaissait chaque mot maintenant, juste pour la tenir, pour se rappeler que ce n'était pas un rêve. Et glissée derrière les pages juridiques qu'elle n'avait pas remarquées auparavant, il y avait une petite carte manuscrite. Juste 2 lignes. Tu as transformé un moment en spectacle. J'ai transformé un spectacle en stratégie. Pas de signature, pas de fioriture. Juste la vérité brutale. Elle était en train de tout perdre, un appel téléphonique à la fois. Et personne, ni Brian, ni son patron, ni son reflet dans le miroir, n'allait arrêter ce qui allait suivre. L'email est arrivé en milieu d'après-midi, objet simple et sans âme, demande client, ajustement de la représentation. Elle l'a ouvert, s'attendant à une réaffectation, peut-être quelqu'un se retirant temporairement pendant que les RH géraient le bruit. Mais le nom en haut de la page l'a glacé sur place. Greystone Financial. L'un des clients les plus anciens et les plus stables du cabinet, le genre qui ne bronche pas, ne se plaint pas, n'appelle même pas à moins que le bâtiment ne soit en feu. Ils étaient avec son entreprise depuis plus d'1 décennie. Elle s'était occupée personnellement de leur compte au cours des 3 dernières années. Dîner, poignée de main, appel tardif à travers les fuseaux horaires, elle s'était même envolée pour Chicago une fois pour présenter une proposition en pleine tempête de neige. Elle avait bâti des relations, de la confiance, de la loyauté. Et maintenant, il voulait qu'elle soit retirée du compte. Définitivement. Le message était bref, comme si moins de mots rendaient la demande plus facile à digérer, en raison des développements récents et de l'image entourant le litige en cours associé à Brian M. Et de l'émergence de contenus publics impliquant une association intime avec l'une de nos consultantes clés pendant un litige actif, Greystone demande un changement immédiat et permanent de la représentation client. Nous ne pouvons pas risquer des retombées sur notre réputation. Retomber sur notre réputation. Comme si elle était radioactive. Son premier instinct a été le déni. Elle a attrapé son téléphone, a commencé à taper une réponse à son patron, puis s'est arrêtée. Que dirait-elle ? Que c'était injuste ? Que la photo ne prouvait rien. Que la légende était une blague. Que Brian ne l'avait même pas aimé publiquement ? Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Parce que les retombées avaient franchi les murs. Le billet de blog juridique est tombé plus tard dans la soirée. Un de ces articles incisifs et cyniques qui commence lentement et se termine par un scalpel. Lectorat de niche mais dangereusement influe. Il était intitulé « Quand l'intimité rencontre le litige, l'éthique des relations non divulguées dans les affaires à enjeux élevés ». Elle était sur l'image de la bannière. Pas son nom, son visage. La même photo au verre de vin, recadrée plus serrée cette fois, zoomée sur elle et Brian, souriant comme un couple en vacances. La légende conservée en bas, comme un avertissement sur un paquet de cigarettes, avec mon vrai partenaire cette semaine. L'article les a déchiquetés. Il n'accusait pas directement, mais c'était pire. Il insinuait, posait à plusieurs reprises des questions suggestives dans le tribunal de l'opinion publique. Un cabinet peut-il protéger les intérêts de ses clients tout en abritant des liaisons privées avec des parties adverses ? Quelle est l'obligation des RH de filtrer les responsabilités silencieuses lorsque des photos deviennent publiques ? Que se passe-t-il lorsque l'inoffensive devient une arme de communication de pièces ? Il nommait son cabinet, citait des sections du litige en cours de Brian, utilisait son image pour tout colorer, non pas comme une personne, mais comme un symbole. À 21h, il avait été repartagé par 2 newsletters sur la conformité et un groupe d'éthique comptable avec une audience combinée de dizaines de milliers de personnes. Et dans la section des commentaires, un nom familier, un de ses propres anciens collègues, avait écrit « J'ai travaillé avec elle ». Pas surpris. Elle voulait jeter son téléphone. Au lieu de cela, elle l'a rafraîchi encore et encore. Le voilà, un autre email. Un autre client réévaluant son exposition. Pas aussi direct que Greystone, mais plus froid dans son imprécision. Ce jargon d'entreprise qui signifie que quelqu'un a déjà appuyé sur la gâchette, mais qu'il continuera à sourire jusqu'à ce que la paperasse soit réglée. Elle a ouvert son LinkedIn. Grosse erreur. L'une de ses publications récentes, une citation de motivation sur la confiance comme monnaie du leadership, recevait des commentaires sarcastiques. Subtil, mesquin,
mais sans équivoque ciblé. Un ancien stagiaire a écrit « Je me souviendrai de ça la prochaine fois que je serai sur une photo avec un témoin fédéral larmes de joie. » Elle a désactivé les commentaires. Trop tard. La publication avait déjà été capturée. Elle était sur Reddit, Twitter, même Facebook, ce cimetière numérique avait trouvé un moyen de ressusciter son humiliation. Son téléphone a de nouveau vibré. Brian. Enfin. Ils ont gelé mon compte. Mon avocat dit que ta publication a été citée. Qu'est-ce que tu leur as dit, bon sang? Elle a fixé le message, puis a jeté le téléphone face contre le lit. Elle ne leur avait rien dit. Mais elle leur avait tout montré. Ce sourire, ce verre de vin, cette petite légende suffisante destinée à piquer son mari était plutôt devenue l'accélérateur d'un incendie juridique. Et le pire, la personne qui l'avait allumé n'avait jamais élevé la voix. Il n'avait pas discuté. Il n'avait pas posté. Il avait juste tiré un fil et laissé le tissu de sa réputation se défaire en temps réel. Maintenant, elle n'était pas seulement mise sur la touche. Elle était en train d'être effacée. Discrètement, efficacement. Par les clients, par les blogs, par les chuchotements et les réunions auxquelles elle ne serait plus jamais invitée. Et alors que la panique montait dans sa poitrine, une pensée s'est finalement installée, lourde et permanente. Ça ne va pas disparaître. Ce n'est qu'une partie de ce qu'il avait prévu. Elle a attendu après minuit pour passer l'appel. Tout le monde s'était tu. Les réponses de Brian s'étaient taries. Son manager n'avait pas répondu à son dernier email, « Pouvons-nous parler ?» et les RH avaient envoyé une invitation de calendrier générique marquée « Obligatoire ». Ce silence était suffocant. Le genre où chaque minute semble être une attente avant l'explosion d'une bombe, même si la détonation a déjà eu lieu. Alors, elle a composé le numéro de la seule personne qu'elle croyait encore susceptible de décrocher. Ava. Elle s'était rencontrée en première année, compagne de chambre de dortoir au hasard. Liée par le vin rouge bon marché et les crises de panique avant les partiels. Ava était celle qui se tenait à ses côtés au mariage, qui était au courant de l'incident de Vegas, qui avait une fois conduit 6 heures pour la sortir d'une dispute houleuse avec un ancien client. Si quelqu'un lui accordait le bénéfice du doute, c'était bien Ava. Elle n'a même pas attendu un « Allô ». Oh mon Dieu, merci de répondre, a-t-elle dit, le soulagement inondant sa voix. Tout est insensé. Les gens exagèrent complètement. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me connaît vraiment. La voix d'Ava était basse. Pas ensommeillée. Mesurée. Tu m'as menti. Elle s'est figée. Quoi? Tu as dit que ce n'était rien. Tu as dit que Brian et toi étiez juste amis. Que ton mari était paranoïaque. Nous étions juste amis, a-t-elle insisté. Cette photo était une blague. C'était du sarcasme. Je n'ai pas réfléchi, exactement, a coupé Ava. Tu n'as pas réfléchi. Silence. Je t'ai défendu, a continué Ava, son ton plus aigu maintenant. Quand le billet de blog est sorti, quand Greystone s'est retiré, quand les associés ont commencé à fouiner, j'ai dit que c'était n'importe quoi. Que tout était exagéré. Et maintenant on me demande si je savais. Elle a essayé de stabiliser sa voix. Savoir quoi? Que j'ai dîné avec un collègue? Qu'on a pris une photo? Non, a dit Ava en expirant bruyamment. Que tu couchais avec un homme impliqué dans une affaire en cours liée au cabinet de ton mari. Que tu as utilisé ta position pour le faire entrer dans cette réunion client le trimestre dernier. Que tu as, intentionnellement ou non, ouvert la porte à un cauchemar de conformité. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça n'a plus d'importance maintenant, a dit Ava platement. La perception est devenue la réalité. Elle a cherché quelque chose. Une excuse, une blague, n'importe quoi pour inverser la tendance. Allez, Ava. Tu sais comment sont les gens. Ils adorent les scandales. Ça va passer. Je veux dire, sérieusement, tu penses que je ruinerais ma carrière pour une légende? Et puis est venu le coup de grâce. Et ton mari, a dit Ava. Il t'avait prévenu. La phrase est restée en suspens. J'étais là, tu te souviens? Ce brunch, le dimanche avant Denver. J'ai vu l'expression sur son visage quand tu l'as ignoré. J'ai vu à quel point il est devenu silencieux. Tu t'es moqué de lui. Tu as dit, et je cite.
tu ne survivras pas dans le monde moderne si une photo blesse ton ego. Et puis tu as apporté un toast à Brian. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Je l'ai entendu le dire, si tu postes une autre photo avec ce type, c'est fini pour moi. Le silence entre elles était un vide. Tu ne comprends pas, a-t-elle finalement murmuré. J'essayais de ressentir quelque chose à nouveau. Il était si distant. Je voulais juste lui rappeler que je comptais. Ava a soupiré. Tu voulais lui rappeler, et il a rappelé à tout le monde. Puis, après une pause, je ne peux pas faire partie de ça, Ava. J'ai un prêt immobilier, une carrière. J'ai travaillé trop dur pour que tout soit enseveli sous tes décombres. Clic, l'appel s'est terminé. Pas d'au revoir, juste le néant. Elle a fixé l'écran comme s'il pouvait s'inverser. Comme si le nom d'Ava allait réapparaître et dire que c'était une blague. Mais non. Cette personne, le filet de sécurité, la confidente de fin de soirée, son allié indéfectible, était partie. Pas en colère, juste lasse. Elle était seule maintenant. Totalement, proprement, chirurgicalement seule. Ses collègues l'évitaient dans des couloirs où elle n'était même pas encore entrée. Les RH la traitaient comme un agent pathogène enveloppé dans un parfum de créateur. Brian, porté disparu, probablement entouré d'avocats. Et maintenant Ava, sa dernière connexion au monde qui avait autrefois semblé si parfait, si sien, avait coupé la corde et l'avait laissé à la dérive. Elle a fait défiler ses contacts, mais chaque nom semblait désormais étranger, chaque numéro un risque, chaque conversation passait une transcription potentielle. Son monde social s'était fracturé, et les fissures étaient plus profondes qu'elle ne l'aurait cru possible. Les gens ne prenaient pas seulement leur distance. Ils désinfectaient son nom de leur CV. Et dans le silence, l'amère ironie s'est installée. La seule personne qui lui ait jamais vraiment dit la vérité était l'homme qu'elle avait humilié en ligne avec des transferts et un verre de vin. Et maintenant, même sa meilleure amie ne pouvait plus se tenir dans son ombre. Elle est arrivée au bâtiment juste après 8 heures, vêtue d'une robe fourreau bleu marine qu'elle considérait autrefois comme son uniforme de femme de pouvoir. Cheveux parfaits, talons mesurés, visage composé. Le plan était simple, entrer, établir un contact visuel, calmer le chaos. Reprendre le contrôle du récit. Elle avait préparé une douzaine de versions de ce qu'elle dirait. Intelligente, légèrement contrite, juste assez de conscience de soi pour paraître humaine, mais pas coupable. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de 10 minutes dans une pièce. Mais le badge n'a pas fonctionné. Elle l'a passé à nouveau. Rien. Le capteur clignotait en rouge. Elle a jeté un coup d'œil à la réceptionniste à travers la vitre. La femme la fixait avec une expression bureaucratique et tendue, comme quelqu'un regardant un accident de voiture mineur se dérouler au ralenti. « Je crois que ma carte a un problème », a-t-elle dit en tirant la porte. La réceptionniste n'a pas bougé, ne l'a pas laissé entrer. Elle a décroché le téléphone. Une minute plus tard, 2 gardes de sécurité se sont approchés. Pas agressifs, mais fermes. Cette chorégraphie silencieuse que les gens utilisent quand ils ont l'habitude. « Madame, nous allons vous demander de vous mettre sur le côté et d'attendre », a dit l'un d'eux, désignant le banc du hall. Son ton était ferme, sans émotion. Pas irrespectueux, mais final. Elle a senti les regards du poste de sécurité, du stagiaire près des ascenseurs, même du type qui nettoyait le sol, qui a fait une pause une seconde de trop avant de se retourner vers son seau. Elle s'est assise et a attendu. 10 minutes ont passé, puis 15. Le bourdonnement du hall semblait plus fort que d'habitude. Téléphone, bruit de pas, conversation à voix basse. Rien de tout cela ne l'incluait plus. Finalement, une personne des RH est apparue. Pas son contact habituel. C'était quelqu'un de nouveau, de niveau vice-président, dans un costume gris avec un dossier en cuir sous le bras. Pas de poignée de main, pas de politesse, juste le dossier posé directement sur ses genoux. Avec effet immédiat, a dit la femme. Elle a ouvert le dossier. À l'intérieur, une enveloppe scellée. Sur le devant, imprimée en lettres capitales, sur ordre du directeur juridique. Elle l'a ouverte. Ses yeux ont sauté directement aux phrases clés. Un réflexe acquis après des années à lire des contrats. Rupture du contrat de travail, risque pour la réputation des relations clients, violation des normes éthiques internes, conflit d'intérêts documenté lors d'un litige en cours. Et en bas, sous le bloc de signature formelle,
son nom, directeur juridique, Matthew K. Le nom complet de son mari. Elle a cligné des yeux. Non, ce n'était pas possible. Son cerveau refusait de l'assimiler. L'homme dont elle se moquait auprès de ses collègues pour sa voix douce. Celui qu'elle avait un jour jugé pas assez ambitieux pour son cercle. Celui qu'elle avait publiquement humilié sans qu'il ne bronche. Il n'avait pas crié. Il ne s'était pas battu. Il avait orchestré son renvoi. Est-ce une erreur, a-t-elle demandé, sa voix se brisant. Il n'y a même pas eu de réunion. Pas d'examen formel. Cela a déjà été approuvé par la direction exécutive, a dit la représentante des RH. C'est unanime. Mais c'est son nom, a-t-elle murmuré. Il est le directeur juridique du cabinet, l'a coupé poliment mais fermement la femme. Et ceci est passé par les canaux officiels. Vous serez escorté pour récupérer vos effets personnels. Votre accès informatique a déjà été désactivé. Les conditions de départ sont jointes. Elle a de nouveau regardé la page. Un langage froid, mécanique. Pas de place pour la négociation. Pas de place pour sauver la face. Et aucun moyen de tourner ça à son avantage. Elle était dehors. Pas en congé. Pas en cours d'examen. Partie. Le garde de sécurité s'est raclé la gorge derrière elle, lui rappelant gentiment de se lever. Ses talons ont claqué sur le carrelage plus fort qu'avant alors qu'elle les suivait, passant devant la réception, devant les mêmes stagiaires qui lui demandaient autrefois conseil, devant le couloir où son nom était autrefois gravé sur la plaque de porte. Devant les murs de verre de la salle de conférence où elle avait un jour négocié des contrats à 7 chiffres et accepté les applaudissements comme des confettis. Maintenant, il ne levait même plus les yeux. Le tiroir de son bureau avait déjà été vidé dans une boîte en carton. Sa plaque de nom, disparue. Pas de carte d'adieu, pas de gâteau gênant, juste le silence et une gomme aseptisée. Elle serrait l'enveloppe comme si elle pouvait encore se réchauffer dans sa main, comme si l'encre allait baver et dire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais ce n'en était pas un. Elle avait transformé une photo en arme. Il avait transformé le protocole en arme. Et à la fin, l'homme dont elle s'était moquée pour être trop passif avait orchestré son effondrement public avec la précision d'un chirurgien et l'émotion d'un classeur. Il n'y avait pas de scandale à expliquer, pas d'explosion dramatique, juste une note de service, une signature, et une porte qui ne s'ouvrait plus pour elle. Parce que les réputations peuvent s'effondrer dans les chuchotements. Et la sienne venait d'être effacée. Elle est rentrée ce soir-là, plus lentement que d'habitude. Pas à cause du trafic, mais à cause du poids. Ce genre de lourdeur spécifique qui s'installe dans vos os quand vous réalisez enfin qu'il n'y a plus aucun moyen de manipuler l'histoire. Son téléphone était en silencieux, ses talons à la main, son chemisier avait été porté trop longtemps. Elle a franchi la porte d'entrée comme si elle s'introduisait par effraction dans sa propre vie. Il était dans le salon, calme, en train de fermer la fermeture éclair d'une valise. Pas pressé, pas théâtral. Juste terminé. Elle est restée là une seconde de trop, ne sachant pas si elle devait laisser tomber son sac, crier, ou rire. Au lieu de cela, elle a juste prononcé la seule phrase qui avait survécu à l'épave de sa voix. On peut arranger ça. Il l'a regardée pour la première fois depuis ce qui semblait être des jours, des semaines. Un regard non pas rempli de haine ou de déception, mais de clarté. Le genre de regard qu'on porte sur un bâtiment qu'on a autrefois aimé avant qu'il ne soit condamné. Il n'a pas discuté, n'a pas énuméré de griefs. Il lui a simplement tendu un dossier. À l'intérieur, les documents de divorce finalisés. Clairs, préexaminés, à signer et à faire notarier. Simple. À côté, des papiers de réaffectation de propriété, des protocoles de séparation bancaire, et les dépôts officiels pour la division des biens en vertu de la clause modifiée du contrat de mariage qu'elle avait signé elle-même. Sur le dessus, un simple post-it écrit de sa main familière. Tu as choisi ton vrai partenaire. J'ai choisi la paix. Elle s'est assise lourdement, comme si ses jambes avaient lâché avant son cœur. Il a roulé la valise vers la porte. Pas de deuxième valise. Pas de sac de sport rempli de colère. Juste un départ silencieux et intentionnel. Je ne voulais rien de tout ça, a-t-elle commencé, la gorge nouée. Il s'est arrêté, s'est retourné, la voix égale. Je sais. Un temps. Puis la sonnette a retenti. Elle a cligné des yeux.
Il a hoché la tête vers la porte sans un mot de plus. Elle a ouvert la porte, encore à moitié incrédule, à moitié dans le déni. Un coursier se tenait là, l'expression neutre, tenant une enveloppe épaisse. Livraison pour Madame L. Signature requise. Elle a signé avec des doigts tremblants, a pris l'enveloppe et a fermé la porte avec son épaule, comme si l'air avait été aspiré de ses mains. L'adresse de l'expéditeur était le siège de son cabinet, mais l'expéditeur n'était pas les RH. C'était le conseil d'administration. Elle l'a ouverte lentement, comme si elle pouvait exploser. À l'intérieur, une mise en demeure formelle. En raison de la perte de contrat client directement liée à votre conduite et du préjudice à la réputation qui en résulte, le conseil d'administration engage une procédure pour le recouvrement des primes de performance précédemment versées. Montant total, 148 250 $. Délai de paiement. 15 jours ouvrables. Il n'y avait aucune émotion dans la lettre, juste des chiffres, des dates. Des termes qu'elle avait l'habitude d'expliquer aux autres, comme si elle parlait couramment le droit et la logique. Maintenant, il se lisait comme une condamnation à mort en Helvetica. Elle s'est effondrée sur le sol, l'enveloppe sur ses genoux, son corps engourdi. À l'étage, elle a entendu le doux grincement d'une fermeture éclair qui se refermait. Son mariage dissous sans un mot plus haut que l'autre. Sa carrière amputée par une légende. Ses économies s'évaporant derrière des clauses de contrat qu'elle se vantait autrefois d'écrire. Elle a levé les yeux alors qu'il passait devant elle. Il n'a pas dit au revoir. Il n'en avait pas besoin. Parce qu'il avait déjà tout dit avec le silence, les signatures, la précision. Il a atteint la porte, l'a ouverte, puis a marqué une seule pause. Elle l'a regardé, brisé, respirant à peine, cherchant un dernier fil. Il n'a pas regardé en arrière. Il est sorti et a fermé la porte. Pas en la claquant. Avec paix. Et ce fut la cruauté finale. Elle avait passé des années à désirer les projecteurs, à soigner les apparences, à recueillir les applaudissements de salles remplies de gens qui ne se souviendraient pas de son nom après le dessert. Et l'homme qu'elle avait rejeté comme étant, juste le silencieux, il ne l'avait pas détruite. Il l'avait fait disparaître. Avec rien d'autre que des documents et de la dignité.